Merci beaucoup pour l'invitation et le fait de pouvoir discuter ce cas qui est quand même assez intéressant et très emblématique de pas mal de choses et notamment qui agite l'actualité récente sur la question de l'expertise. Donc moi, voilà, pour ouvrir la discussion, il me semble qu'il y a deux éléments que je voulais un petit peu discuter. C'est d'abord la question de l'expertise psychiatrique, de l'accès à l'expertise psychiatrique et la manière dont l'expertise psychiatrique peut être un point d'entrée dans le soin, hein, quand on n'a jamais rencontré un psychiatre ou quand on est dans le cadre d'une interruption de soins. Et ensuite, j'aimerais proposer un deuxième point de discussion sur les trajectoires possibles quand on est jugé irresponsable ou quand on est jugé responsable de ses actes, hein, ce qui est le cas de Monsieur K. Donc, c'est un petit peu les deux axes de réflexion que je voulais vous proposer pendant cette deuxième session de réflexion. Alors, d'abord, si on commence sur la question de l'expertise, hein, parce que de fait, j'ai fait une thèse sur la question de l'expertise psychiatrique en matière pénale et la manière dont les experts psychiatres appréhendaient la question de la responsabilité des personnes qui présentaient des troubles psychiques graves et notamment des troubles psychotiques. Donc, on est exactement dans ce type de cas dans cette vignette clinique. Alors, d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'expertise psychiatrique en matière pénale, elle est là pour faire le distinguo entre les personnes dont le discernement et le contrôle seraient abolis au moment des faits, et donc ces personnes relèveraient d'une prise en charge exclusive en psychiatrie, et ceux à l'inverse qui restent accessibles à la sanction pénale et qui relèveraient du système punitif, hein, donc qui iraient, dans un certain nombre de cas, en milieu carcéral. Et donc, vous voyez que lorsque on a une personne qui présente des troubles psychiques et qui n'est pas suivie ou qui n'a jamais eu accès aux soins, mine de rien, l'expertise psychiatrique peut constituer une voie d'entrée pour accéder aux soins psychiatriques. Or, ce que nous allons voir, c'est là où je voudrais un petit peu ouvrir la discussion, c'est que finalement, il y a une inégalité d'accès à l'expertise psychiatrique pour la majorité des personnes, pour un certain nombre de personnes, pardon. Et dans le cas que vous avez exposé là, il y a deux éléments qui retiennent mon attention. Le premier, c'est que la personne a accès à une expertise psychiatrique et vous avez précisé que c'est très rare en matière correctionnelle, donc je voudrais un petit peu m'étendre là-dessus. Et donc vous expliquez que, oui, de fait, l'accès à l'expertise psychiatrique est très, très loin d'être systématique en matière correctionnelle et que de toute façon, elle pose des questions en matière criminelle également. Et ensuite, le fait que cette personne-là, finalement, a été reconnue responsable de ses actes, même si, ou en tout cas malgré l'état de décompensation au moment des faits, en tout cas, c'est le témoignage de sa mère irait dans ce sens. Alors d'abord, pour vous parler de l'accès à l'expertise psychiatrique, donc elle est obligatoire en matière criminelle, donc ça veut dire que dès qu'il y a un crime, théoriquement, le magistrat instructeur, pas théoriquement d'ailleurs, dans les faits, le magistrat instructeur demande une expertise psychiatrique, mais dans le cadre des délits en matière correctionnelle, elle n'est pas obligatoire. Elle intervient uniquement si le magistrat estime qu'il faut qu'il y ait une expertise psychiatrique dans ce cas-là. Et donc, vous voyez que très probablement, comme la magistrate avait affaire à quelqu'un qui avait un passé psychiatrique, elle l'a demandé. Mais de fait, il y a un certain nombre de personnes qui passent, entre guillemets, à travers les mailles du filet parce que le magistrat n'a pas décelé l'intérêt qu'il y ait une expertise psychiatrique à ce moment-là. Il y a par ailleurs un certain nombre de travaux de sociologie qui montrent qu'il y a véritablement un décalage entre les cas qui nécessiteraient une expertise pour les magistrats et les cas qui nécessiteraient une expertise pour les psychiatres. Donc, vous voyez que déjà en matière correctionnelle, il y a une inégalité d'accès à l'expertise psychiatrique qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui pourraient prétendre à une orientation vers le soin psychiatrique et qui ne seraient pas orientées vers le soin psychiatrique déjà parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'expertise psychiatrique. Ensuite, cette inégalité d'accès à l'expertise, elle va perdurer en matière criminelle. Alors pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans le processus pénal, c'est que quand il y a une première expertise qui conclut à l'irresponsabilité, très souvent, il y a des contre-expertises qui vont être demandées soit par la partie civile, soit par le parquet. Et alors, il y a une seconde inégalité, c'est que la contre-expertise maintenant est de droit pour la partie civile lorsqu'il existe une première expertise qui conclut à l'irresponsabilité, alors qu'à l'inverse, l'expertise n'est pas de droit pour la défense lorsqu'on a une personne qui a des troubles psychotiques décompensés et que l'expertise conclut à une responsabilité, en tout cas à une accessibilité à la sanction pénale. C'est ce qu'on voit dans le cas de M. V.
Dans la suite du parcours pénal en matière criminelle, il y a également il y a un certain nombre de magistrats qui vont jouer le jeu de la contre-expertise, c'est-à-dire que théoriquement, quand on a une expertise qui conclut à l'irresponsabilité et une autre expertise, quand on a en général, pardon, deux expertises qui concluent à l'irresponsabilité contre une qui conclut à la responsabilité, vous avez un certain nombre de magistrats instructeurs qui disent OK, c'est au poids, donc la personne est jugée responsable. Sauf que vous avez des magistrats qui, eux, vont continuer de demander des contre-expertises jusqu'à ce qu'ils aient une expertise responsabilisante. Et ensuite, ils vont renvoyer le dossier devant les assises et ce qu'on sait être plutôt en la défaveur de l'irresponsabilité pour cause de trouble mental. Ce qui fait que dans certaines affaires extrêmement médiatisées, comme l'affaire Romain Dupuis, par exemple, il y a eu pas moins de 9 expertises, dont seulement une qui concluait à la responsabilité. Donc, alors, Romain Dupuis a été irresponsabilisé, mais dans d'autres affaires sur lesquelles les avis sont plus contradictoires, en général, ce jeu de la contre-expertise que jouent les magistrats sont en général en défaveur de l'irresponsabilité. Alors, pour avancer un petit peu plus dans notre raisonnement, ce que je pourrais dire, c'est le cas de M. V. Il est complètement à l'image de l'évolution de la pratique de l'expertise psychiatrique. Donc, dans ma thèse, ce que j'ai mis en évidence de fait, c'est qu'il y a un mouvement de responsabilisation des personnes qui présentent des troubles mentaux graves et notamment des troubles psychotiques depuis les années 50. Alors, j'ai fait un travail d'archives sur à peu près 300 expertises entre 1950 et 2014. Et ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, c'est que, en fait, le type de cas sur lesquels les experts vont conclure à une irresponsabilité ont profondément évolué entre 1950 et nos jours. C'est-à-dire que pour vous faire un tableau très bref de la situation dans les années 50, toutes les personnes qui présentaient des troubles psychotiques, alors que ce soit dans un état stabilisé ou décompensé, en général étaient jugées irresponsables. Par contre, les experts n'étaient pas d'accord sur les personnes qui présentaient ce qu'on appellerait maintenant des troubles du comportement. À l'inverse, dans les années 2000, on se rend compte que toutes les personnes qui présentent des troubles du comportement sont jugées responsables, mais que les experts ont des profonds désaccords sur le cas de personnes qui présentent des psychoses décompensées au moment des faits. C'est le cas de M. V, avec des psychiatres qui vont pouvoir conclure à l'irresponsabilité et d'autres à l'inverse qui vont avoir une approche. Alors, ce que j'ai expliqué dans ma thèse, c'est que finalement, on a des experts qui n'ont plus une réflexion holistique sur la maladie mentale. C'est-à-dire qu'ils ne se disent plus, voilà, la psychose, c'est un état qui va altérer la personne dans son ensemble et donc, on va estimer que la personne est globalement irresponsable de ses actes. Maintenant, on a des experts qui vont décortiquer les différents symptômes, signes de la psychose, et qui vont, à ce titre-là, en décortiquant les différents signes, appréhender l'état du discernement, ce qui fait qu'on a des experts à l'heure actuelle qui sont face à des personnes qui sont dans un état de psychose décompensée, mais qui, parce que la personne conserve une conscience des interdits fondamentaux, par exemple, ils vont l'estimer responsable. Et donc, dans le cadre de M. V, on est très probablement face à cette évolution de l'histoire de la psychiatrie qui ferme finalement l'accès à des soins psychiatriques de long cours suite à une évaluation pénale de quelqu'un qui était très probablement dans un état de psychose décompensée et qui est quand même estimé responsable par les experts. Alors, pour terminer, je voudrais juste avoir une réflexion sur les deux parcours possibles. Donc, soit on est estimé irresponsable, soit on est estimé responsable de ses actes. Donc, quand la personne est estimée irresponsable, le discernement aboli, le fameux discernement aboli, vous savez que l'instruction s'arrête et que la personne est placée en hôpital psychiatrique, en tout cas dans la majorité des cas, où il peut avoir des soins de long cours qui sont en général plutôt adaptés à son état psychiatrique. Alors que si la personne est jugée responsable, la personne est donc placée en milieu carcéral et dans ce contexte-là, elle pourra avoir accès soit à des soins ambulatoires dans le SMPR, dans l'unité sanitaire, soit des soins dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte en UHSA. Alors, dans un travail que j'ai réalisé il y a à peu près 7 ans, j'ai comparé une prise en charge dans un service de soins psychiatriques où il y avait un certain nombre de patients qui étaient jugés responsables à des prises dans une UHSA. J'ai fait un travail d'observation à peu près durant 3 mois. Et ce dont je me suis rendu compte, et ça, je pense que c'est assez intéressant dans le cadre de notre réflexion, c'est qu'on avait des personnes qui avaient des parcours singuliers et des prises en charge qui étaient un petit peu différentes.
Alors, dans le cadre du service où je suis allée, où les patients étaient jugés irresponsables, on avait des patients qui étaient passés par plusieurs services de psychiatrie après avoir été jugés irresponsables, en général des services classiques, des UMD, et qui, à un moment donné, étaient placés dans ce service dans lesquels ils avaient une prise en charge assez spécifique, hein, dans le sens où bien souvent, on avait des patients qui étaient jugés stabilisés, dans le sens où ils n'étaient plus en état de décompensation psychiatrique, et qui avaient toute une prise en charge qui était orientée vers l'éducation thérapeutique, l'apprentissage à reconnaître des signes avant-coureurs d'une rechute, la gestion des pulsions qui pouvaient conduire à des actes violents, avec une sortie qu'on envisageait de manière assez progressive. Alors d'abord une sortie en programme de soins, puis en plus dans des structures où l'encadrement était un petit peu resserré, mais en tout cas on avait un travail qui était vraiment focalisé autour de la perspective de sortie et autour de la prévention de comportements, on va dire antisociaux pour être rapide. Quand on a travaillé sur les UHSA, on s'est rendu compte qu'on avait des personnes, justement, et c'est ça qui est assez intéressant, qui avaient une espèce de parcours circulaire comme ça, et qui volaient entre la détention, le SMPR, l'UHSA, qui passaient quelque temps en UHSA, voire quelques mois, alors pour certains très rares, plusieurs années, mais en tout cas dans l'UHSA où je suis allée, la personne qui était placée à l'UHSA depuis le plus longtemps, il était là depuis 2 ans. En tout cas, il n'y avait pas plus de personnes qui étaient là depuis 2 ans. Et donc, cette espèce de parcours circulaire, comme ça, après l'UHSA, on retourne en prison, et prison SMPR, UHSA, prison SMPR, UHSA. Et ce qui était le plus intéressant dans ce travail, et puis après, je m'en arrêterai là pour laisser la parole, c'est que finalement, les personnes qui étaient placées dans le service psychiatrique dans lequel j'étais allée, où les personnes avaient d'emblée été jugées responsables, les durées moyennes d'hospitalisation sont très importantes, hein, pour un service de psychiatrie, puisqu'elles sont de 8 ans. Quand je suis allée en UHSA, ce que j'ai observé, c'est que de fait, les durées d'incarcération étaient beaucoup plus variables. Il y a des personnes qui avaient de très longues peines, mais d'autres qui avaient des peines beaucoup plus courtes. En revanche, dans un nombre assez significatif de cas, les personnes ressortaient pour être hospitalisées en service de soins sous contrainte. Donc, en fait, on avait des gens qui cumulaient une sorte de double enfermement, qui passaient d'abord par la case prison pour ensuite aller dans un service d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte fermé. Et c'est notamment le cas d'une personne que j'avais côtoyée quand j'avais fait cette observation dans le service d'hospitalisation pour les gens qui avaient été jugés responsables. Il y avait toutefois un cas qui avait justement qui était entré sous la coupe du discernement simplement altéré, hein, donc quand même avec une reconnaissance de responsabilité. Cette personne avait passé 10 années en prison. Ensuite, il était ressorti. Il avait été placé dans ce service de soins psychiatriques où il était déjà hospitalisé depuis 5 ans à peu près, il me semble. Donc, vous voyez que là, on avait vraiment un double enfermement avec un cumul, d'une certaine manière, d'enfermement qui se comptait en termes d'années, hein, qui était non négligeable. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place à la discussion. Merci beaucoup, Madame Proté, pour ces explications qui étaient très claires. Je vais tout de suite laisser la parole à Thomas Fauré pour la suite. Donc pareil, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Je vous laisse la parole.